Merci à tous ceux qui sont présents. Aujourd'hui, nous recevons Alain Carcinti. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CIRAD. Vous travaillez depuis de longues dates maintenant sur la déforestation dans tous les pays du monde. Vous avez travaillé sur les réformes de politique publique affectant donc les forêts, le foncier, l'environnement. Bon, en fait, tout cela est un peu lié. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement des forêts. Vous avez eu une idée il y a déjà quelques années, 2, 3 ans, qui était celle de la SDNI, qui était une très bonne idée, qui était finalement de mettre en place une législation qui permettait de contrôler tout ce que nous avions comme déforestation importée. C'est-à-dire que n'étant pas capable vraiment de lutter à échelle mondiale contre la déforestation, qui s'amplifie chaque année, on avait donc l'idée de finalement bloquer aux frontières ce qui était le fruit de ces années, de ces efforts de déforestation. Alors, bien sûr, cette idée a un peu évolué et aujourd'hui, on a un projet européen sur la déforestation. Alors, est-ce que c'est un bon outil? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que par rapport à votre idée de départ, beaucoup de choses ont changé? Enfin bref, dites-nous un petit peu ce qu'est devenu ce projet européen sur la déforestation. Puis peut-être un mot sur la déforestation mondiale avant de commencer, peut-être. Oui, je vous remercie Dominique. Oui, alors effectivement, la SNDI, Stratégie nationale française, donc pour lutter contre la déforestation importée. Sur la déforestation importée n'est pas mon idée, c'est simplement ça a été quelque chose qui est apparu depuis un certain nombre d'années où on s'est aperçu qu'il y avait, enfin, on le savait, mais on a commencé à avoir des chiffres un petit peu plus précis sur le fait qu'une partie de la déforestation mondiale était liée au commerce international. Plus précisément, c'est autour de 20 à 25% d'après les dernières publications scientifiques assez robustes qui sont sorties il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc ce n'est pas une petite question, c'est important 20 à 25%, mais il faut bien comprendre que a priori les trois quarts, sinon plus, de la déforestation mondiale sont liés aux consommations intérieures d'un certain nombre de pays, et notamment de pays émergents. Si vous prenez le cas du Brésil, bien sûr, il y a des exportations de soja qui contribuent à la déforestation, de bœuf aussi, mais la consommation, notamment, puisque au Brésil, c'est le pâturage extensif qui est vraiment le premier moteur de la déforestation, loin devant le soja. C'est la consommation de viande se fait essentiellement quand même dans le périmètre brésilien. C'est-à-dire que donc c'est bien quelque chose qui est lié à la consommation interne. Vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui numéro 2 de la déforestation, avec 500 000, plus de 500 000 hectares de forêts primaires qui disparaissent chaque année. Et au total, 1,2 million si on prend toutes les forêts qui effectivement sont en déforestation brute. Effectivement, la RDC exporte très très peu disons, de produits agricoles. Et essentiellement, c'est totalement lié à la consommation intérieure. Bon, d'un pays qui a autour de 100 millions d'habitants, enfin, on ne sait pas très bien, et avec consommation intérieure pour l'agriculture vivrière essentiellement d'ailleurs, et également tout ce qui est charbon de bois, qui est effectivement quelque chose de très important. Donc la consommation, la déforestation, elle est globalement. Alors, est-ce qu'elle augmente? La FAO nous indique qu'elle est en baisse. Global Forest Watch aussi. Vous savez il y a plusieurs sources en fait sur la déforestation. On n'a jamais des chiffres extrêmement précis. Tout dépend notamment des définitions de la forêt qu'on adopte, des pas de temps qu'on adopte, donc d'un certain nombre de la résolution également des satellites sur laquelle on travaille. Globalement, on sait qu'on perd pas loin en moyenne, nous dit la FAO, on perd à peu près entre
période 2010-2018, 7,8 millions d'hectares par an en déforestation brute. Alors, il y a également la déforestation nette. Sur la même période, la FAO dit que la déforestation nette s'élève à peu près un peu plus de 3 millions d'hectares en moyenne par an sur la période 2010-2018. Différence déforestation brute et nette, c'est que bah, les forêts repoussent où les forêts s'étendent, donc elles s'étendent et plus exactement elles s'étendent et il y a des plantations également. C'est-à-dire moitié-moitié. Hein. Comment dire, la croissance des forêts, enfin l'expansion des forêts, c'est lié, disons, un peu plus à la régénération naturelle ou en tout cas à l'expansion des forêts dans les savanes ou dans les prairies ou dans les zones agricoles abandonnées et pour moitié, un peu moins de la moitié pour des plantations. Donc, en Donc, fait, on a fait quand même pas mal d'efforts en reforestation pour limiter un peu cette déforestation. il y a des efforts, effectivement, on va retrouver ça notamment en Asie. La Chine a fait beaucoup d'efforts et une bonne partie, disons, de l'expansion des forêts est liée aux performances chinoises. Mais il faut dire que la Chine a tout récemment changé de politique sur la question du reboisement et que il donne la priorité à la sécurité alimentaire. Et donc, on se retrouve avec, il y avait un article du Monde tout à fait intéressant il y a quelques mois là-dessus, on se retrouve avec aujourd'hui des espaces qui sont à nouveau déboisés, y compris qui sont de vieux espaces de plantation, pour implanter notamment des cultures alimentaires. Donc on est là de ce point de vue, il y a un virage assez important qui a été pris par la Chine. Mais on fait des efforts de reboisement. Oui, tout à fait. Simplement, ces efforts de reboisement, généralement, ce sont des efforts de reboisement qui sont liés à des logiques de production plutôt d'essence à croissance rapide, des eucalyptus, des acacias, des pins. Et alors on le fait soit parce qu'on veut stocker du carbone et on veut des essences à croissance rapide, soit on le fait parce qu'on veut faire de la pâte à papier, donc on a besoin là aussi que ça croisse rapidement et certaines qualités de bois, des bois plutôt tendres, et ou du bois de feu pour les acacias par exemple, hein, bah, là aussi c'est une logique. Et donc en général on a des forêts qui sont évidemment les reboisements, ça fait du couvert forestier. Ça fait du carbone, même si ça fait moins de carbone qu'une forêt naturelle en général. Mais ça fait beaucoup de biodiversité en moins. Et donc, on a quand même des. Il ne faut pas regarder seulement le couvert forestier, il faut regarder la qualité des forêts qu'on peut avoir. Alors, Alors, on avait allez-y. évoqué bien sûr le rôle intérieur hein, de la déforestation, qui est souvent lié bien sûr au besoin d'étendre des cultures, mais l'Europe, qui n'avait pas de forêt en dehors de la Guyane, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, l'Europe elle-même était assez impuissante hein, sur ces problèmes de déforestation et voulait faire un effort. Alors, l'Europe a pris, y compris, il y a des objectifs que l'Europe a pris pour contribuer à des objectifs internationaux. L'Europe voulait une réduction de 50% de la déforestation en 2020, à l'horizon 2020. Bon, c'est bien sûr, ça n'a pas été atteint, puisque même s'il peut y avoir une certaine baisse de la déforestation, liée aussi au fait qu'il y a moins de forêts. Hein. Moins de forêts, ça veut dire qu'il y a moins d'hectares qui sont déboisés chaque année. Ça, c'est quand même un point important. Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réduit la déforestation, mais c'est parce que il y a eu des décennies de déforestation très, très, très importantes et aujourd'hui, il reste plus beaucoup de forêts. On ne peut pas déboiser au même rythme. C'est quasiment mécanique. Et donc, il y a une baisse de la déforestation, mais évidemment pas au niveau des objectifs qui sont les objectifs notamment européens. Ce qui est vrai aussi. Alors, Ah, je vais vous demander de vous pousser un petit peu, alors ah pardon, voilà par là pour être un petit peu plus cadré, parce que vous sortez presque du champ. Ouais, très bien. excusez-moi, excusez-moi, dites. Alors l'Europe aussi veut contribuer à un objectif qui est d'arrêter la déforestation complètement, en tout cas la déforestation nette en 2030. Ce qui est un objectif très ambitieux, qui a assez peu de chances d'être atteint, bien évidemment. Et de toute façon, l'Europe, disons, ne peut pas a un rôle qui va être un rôle relativement limité, puisque le poids, disons, de l'Europe dans le commerce international, on a dit que 20 à 25% de la déforestation était imputable aux activités agricoles liées au commerce international.
Disons que l'Europe a une part dans ces 20-25%, qui est une part qui doit tourner peut-être autour de 10%. Les chiffres sont pas tout à fait clairs. On considère que voilà, les estimations de l'empreinte déforestation de l'Union européenne varient selon les publications entre 200 000 et 730 000 hectares. Donc oui, il y a beaucoup effectivement d'incertitudes. Parce qu'on sait que bien évidemment, c'est plutôt les pays asiatiques et la Chine en tête qui importent aujourd'hui énormément de soja, énormément d'huile de palme, beaucoup de bois également. Et donc, de toute façon, le poids de l'Europe va être relativement limité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe, généralement, fixe des normes et ces normes sont souvent reprises ensuite, plus tard, par d'autres pays. Mais alors, vous voulez dire par là que finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, cette histoire de mise en place d'un décret européen, enfin d'une. C'est un règlement européen, c'est-à-dire c'est une loi. Donc c'est à force de loi qui a été adoptée qui a été adoptée cette année, qui doit rentrer en vigueur à la fin de 2024 puisqu'il y a une période d'adaptation. Alors est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Bon, c'est ce que disent un peu ses opposants, mais je pense pas. D'abord, première chose, il faut faire notre part. C'est une obligation. On a une part de responsabilité dans la déforestation, donc on doit prendre notre part. Ça, c'est le premier point qui, à mon avis, est pas vraiment discutable. Le deuxième point, c'est de savoir si effectivement, est-ce que si l'Europe arrête d'importer des marchandises, des productions agricoles ou agricoles au sens large, hein, je mets le bois, je mets la viande dedans, qui contribuent à la déforestation. Est-ce que on va pas simplement avoir un report des flux commerciaux vers la Chine et les pays émergents et tout simplement aussi des consommations intérieures? Oui, ce report va se faire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que l'Europe a un rôle aussi peut-être plus important que son poids commercial. Son rôle, c'est un rôle dans, au fond, le fait de tracer un certain nombre de voies et de fixer un certain nombre de normes. Et on voit que ce qui est généralement beaucoup, en tout cas pas tout, mais beaucoup des normes qui ont été adoptées en Europe ces dernières années, y compris un règlement sur le bois illégal pour interdire la commercialisation de bois illégal, donc finalement ces lois finissent par être adoptées, ces normes finissent par être adoptées dans notre pays. Même la Chine, en 2019, a adopté une loi qui, en principe, prohibe l'importation et la commercialisation de bois illégal sur le modèle du règlement européen qui avait été pris en 2013. Ce règlement, cette loi chinoise aujourd'hui n'est pas vraiment appliquée parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle la diligence raisonnée. Il n'y a pas d'obligation de diligence raisonnée pour les importateurs, ce qui en fait la rend relativement impuissante, mais c'est quand même un signe tout à fait important. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont adoptées, comme les taxonomies, par exemple. Même la Chine discute d'une taxonomie en ce moment sur ses activités, sur les activités productives. Alors, vous avez beaucoup évoqué les bois illégaux. Est-ce qu'on peut être un peu plus concret sur le sujet? Et deuxièmement, ce règlement européen va avoir de l'effet sur quel type d'importation? Alors, les bois illégaux, ça a été je dirais, la première pièce de l'édifice, puisque Alors, donc, c'était en fait un peu la suite des décisions qui avaient été prises dès les années 80 par l'OIBT. On continuait à travailler oui. sur finalement la non-exportation du Ah, bois rare. De toute façon, effectivement, le bois illégal le bois illégal est un sujet effectivement important depuis les années 80-90, effectivement. Par contre, il n'y avait pas, de manière assez paradoxale, il n'y avait pas de loi qui prohibe l'importation et la mise en marché de bois illégal. Disons qu'en gros, une fois que ça sortait d'un territoire, que ça sortait, je sais pas, du Brésil, de l'Indonésie ou autre, eh bien effectivement, voilà. Alors la première les politiques ont été commencées à être menées notamment par l'Union européenne, par différents pays avec le processus FLECT dans les années 90, avec des accords de partenariat volontaire avec différents pays pour aider les pays à clarifier leur cadre juridique et à faire en sorte que tout le bois soit vérifié et tracé, donc qu'il n'y ait que des exportations de bois légal. Et ça a été complété par un règlement bois de l'Union européenne qui a été adopté en 2013 et qui interdit la mise en marché sur l'Union européenne de bois illégal. C'est-à-dire que les entreprises doivent faire une diligence raisonnée, une due diligence en anglais, pour vérifier
alors vérifier C'est que respecté ou pas? pardon. Est-ce que c'est respecté ou pas? C'est globalement respecté, mais il y a plein de trous. Il y a plein de trous dans la raquette, on le sait. Il y a puisque beaucoup de choses reposent sur les autorités nationales de chaque pays de l'Union, hein, donc de chaque pays membre. Et on sait qu'un certain nombre de pays, soit du sud, soit plus ou moins du nord de l'Europe, disons, en tout cas, sont plus laxistes que d'autres. Voilà. Bon, donc je vais pas donner de nom, mais donc une fois que le bois rentre sur l'Union européenne, si effectivement les contrôles ne sont pas très bien faits, si la diligence raisonnée n'est pas très bien faite par les importateurs, et s'il n'y a pas un contrôle public pour vérifier que la diligence raisonnée est bien faite, etc. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de bois illégal qui est quand même malgré tout sur le marché, mais on pense quand même que cela a eu un peu une certaine efficacité quand même malgré tout. Alors ça, c'était un peu l'ancêtre. C'était l'ancêtre, c'était uniquement sur le bois. Et depuis donc après la SNDI française qui était une stratégie puisque vous savez que la France bien sûr ne peut pas décider disons tout ce qui est commercial, c'est quelque chose qui est une compétence de l'Union, donc on ne peut pas interdire au niveau de l'Union, mais la SNDI a contribué effectivement à inspirer l'Union européenne et la France a été assez active pour ce règlement sur la déforestation importée qui cette fois va au-delà du bois mais concerne toute une série de produits agricoles. Alors ces produits, le soja qui vient beaucoup d'Amérique du Sud essentiellement, l'huile de palme qui vient plutôt de l'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie, de la Malaisie, mais également d'ailleurs. Mais enfin, c'est surtout l'Indonésie, Malaisie qui sont les grands producteurs. L'EVA, qui vient aussi beaucoup donc de Thaïlande, enfin du Cambodge ou d'Indonésie également, donc mais également d'autres pays. On a la viande, on a la viande de bœuf notamment, la viande de bœuf, et puis qu'est-ce qu'on a encore? Le cacao, bien sûr. Et puis j'oublie le troisième, ou j'oublie le dernier, j'oublie toujours. Enfin, Le bois c'est- d'œuvre. et le bois d'œuvre, oui, bien sûr, c'est ça, mais je l'avais déjà mis, effectivement, le bois d'œuvre, et puis les produits dérivés comme le papier et autres, etc. Donc les grandes commodités qui sont des grandes commodités tropicales et qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts, voilà. Donc, Alors, donc, ça va se mettre en place concrètement à partir de 2024, donc l'année prochaine, oui, fin 2024, hein, donc en fin gros, voilà. 2024. Donc, Oui. alors tout repose sur une logique. Alors, il y a deux logiques qui sont importantes. C'est que alors, ce qui est important de dire, c'est que bon, les Britanniques ont déjà une loi hein, qui est un peu comparable, puisqu'ils l'ont adoptée en 2021. Et la grande différence avec, disons, la loi britannique et la loi et le règlement européen, c'est que les Britanniques s'alignent sur le critère de l'égalité dans les pays producteurs. C'est-à-dire, en fait, s'il y a des produits issus de déforestation légale dans les pays producteurs, ça rentre sur le marché britannique. Seule la déforestation, les produits issus de déforestation illégale, donc par rapport bien sûr aux lois du pays producteur, ne rentrent pas. L'Europe a pris une position beaucoup plus ambitieuse et peut-être qui va probablement poser un certain nombre de problèmes, enfin qui pose déjà d'ailleurs du point de vue diplomatique. Dire l'Europe adopte une définition de la forêt uniforme, qui est de dire c'est celle de la FAO. Hein, une forêt, c'est 10% de couverts forestiers. Bon, il y a quelques critères supplémentaires, mais je vous passe les détails. Et donc l'Europe dit voici, ça c'est la définition de la forêt, indépendamment de la définition de la forêt que peuvent avoir les pays producteurs. Et on va se retrouver probablement, enfin très certainement, dans une situation où il y aura, disons, des produits du type soja, du type huile de palme, cacao, qui seront issus de déforestation considérées comme légales dans les pays producteurs, soit parce qu'il y a une définition de la forêt différente, soit parce qu'il y a une décision politique qui est de dire ce sont des forêts qu'on veut convertir. Et ce qui est légal, donc tous ces éléments qui seront légaux dans le pays producteur sera inacceptable du point de vue européen. Et ça, c'est quelque chose que les Britanniques n'ont pas voulu soulever. Les Américains non plus. Les Américains n'ont pas encore adopté leur loi, mais ils s'alignent un petit peu sur les Britanniques donc de ce point de vue. Et l'Europe a pris une position beaucoup plus dure qui est une position qui, à mon avis, alors, il y a deux problèmes. C'est que d'abord, elle va produire certainement des représailles commerciales et des frictions diplomatiques très fortes qui ont déjà commencé avec le Brésil, l'Indonésie, etc. Quand vous allez dans les pays du Sud, y compris en Afrique, disons, vous êtes souvent interpellé
sur notamment les producteurs de cacao au Cameroun sont assez furieux, ils ont très très remonté contre, par exemple, contre ce règlement. Et bien sûr, quand il rentrera en vigueur, ce sera encore probablement plus important. Et il y aura sans doute des représailles commerciales dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Et je dois dire que l'un des problèmes, c'est que c'est très difficile cette approche est une approche extrêmement, comment dire, extrêmement indifférenciée, et elle n'est pas forcément adaptée à la complexité des situations. C'est-à-dire qu'en fond, avoir une seule définition de la forêt pour toutes les forêts du monde qui sont extrêmement diverses, ça n'a pas vraiment, ça fait pas beaucoup de sens d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue pratique. Une forêt au Gabon, c'est pas une forêt au Burkina Faso. Si vous voulez, c'est vraiment deux choses complètement différentes, etc. Et donc, il devrait y avoir prise en compte beaucoup plus importante des contextes de ce point de vue. Après, il y a beaucoup. D'autant Oui, allez-y. D'autant que, en plus, les choses changent, ce qui va nous amener donc d'ailleurs à la deuxième partie de notre intervention, c'est-à-dire qu'on voit qu'avec le réchauffement climatique aussi, la forêt évolue et que, on n'est plus dans les situations, en l'espace de 10, 20 ans, une forêt va changer. Et on le voit, alors c'est tout à fait visible sur le problème du parc forestier français, mais partons plutôt sur l'Amazonie. Alors, ce fait finalement de l'évolution de la forêt va aussi jouer un rôle dans les règles qui avaient été posées en ce qui concerne la forêt, qui était le puits de carbone de notre fameux CO2 émis. Et on estimait que, par exemple, l'Amazonie était euh, vendue comme un bon puits de carbone. Oui, alors il faut définir ce que c'est qu'un puits de carbone. Alors, définition. Un puits de carbone, ce n'est pas un stock. Donc les stocks sont énormes, ça bien sûr. Les stocks sont contenus dans les forêts sur pied, dans la biomasse forestière, dans les racines, dans éventuellement une partie souterraine. Un puits, c'est un flux. Un flux, c'est effectivement ce qui est absorbé sur une période de temps, disons chaque année par les forêts, par des forêts. Et c'est lié au fait que, bien sûr, il y a une expansion ou une densification des forêts. Les forêts sont un puits de carbone lorsqu'elles sont en croissance, lorsqu'elles s'étendent au détriment d'autres écosystèmes, hein, de terres dégradées, de savanes ou autres, etc. Et simplement, ça ne peut pas durer indéfiniment. C'est-à-dire que c'est toujours lié à une croissance. Et normalement, lorsqu'une forêt atteint ce qu'on peut appeler son équilibre, même si la notion d'équilibre a été un peu contestée ces dernières années, parce que c'est vrai il y a beaucoup de dynamiques, il y a des forêts qui sont en expansion, des forêts en contraction, donc voilà. Mais globalement, les forêts arrivent quand même malgré tout. Chaque forêt individuellement arrive à un moment d'équilibre, et à cet équilibre, voilà, c'est équilibré. Ce n'est plus un puits de carbone, c'est un stock, et donc il y a autant de rejets de CO2 dans l'atmosphère qu'il n'y a d'absorption. Alors le problème, c'est que globalement, les forêts du monde sont considérées comme étant des puits de carbone, et elles le sont visiblement, mais plutôt les forêts du Nord. Plutôt les forêts du Nord et de moins en moins les forêts tropicales. Depuis peu de temps. Alors depuis peu de temps, pas autant. Alors de toute façon, les estimations. Alors de ce point de vue sur les absorptions, si vous regardez la littérature scientifique, les intervalles de confiance sont gigantesques, c'est-à-dire que les marges d'erreur sont absolument phénoménales. Et bon, de toute façon, nous sommes condamnés à des estimations avec des modèles, etc. Disons que les incertitudes sont immenses. Et en ce qui concerne les forêts tropicales, il est clair que lié à un certain nombre de phénomènes, d'une part, la déforestation, notamment, on va trouver ça en Asie, la déforestation et la dégradation des forêts, qui affaiblissent le puits de carbone, bien évidemment, mais d'autre part, les sécheresses, les incendies, l'augmentation des températures, en gros, à partir de 30 à 32 degrés, disons, les arbres augmentent leur respiration et donc émettent plus de CO2 qu'ils n'en absorbent. L'ensemble des phénomènes, tout ça, c'est la concours à une mortalité accrue des arbres. Et les arbres, disons, il y a une mortalité accrue notamment dans les zones tropicales. Et on considère, alors il y a des débats là-dessus entre les scientifiques, mais que les forêts tropicales, et notamment l'Amazonie, ne seraient plus peut-être depuis une dizaine d'années un puits de carbone. Et quand vous regardez, alors il y a différentes publications, mais globalement, au mieux, on serait à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y aurait autant, disons que l'Amazonie n'absorberait plus, mais elle ne serait pas encore une source d'émissions, comme le sont les forêts d'Asie du Sud-Est, qui aujourd'hui, dans les forêts d'Asie, les écosystèmes d'Asie du Sud-Est, à cause des phénomènes de sécheresse, d'incendie, etc., vous avez plus d'émissions de CO2 issues des forêts, issues des écosystèmes forestiers qu'il n'y a d'absorption.
Donc le stock diminue progressivement. Et en Amazonie, au mieux, on serait à l'équilibre, mais selon un certain nombre de scientifiques, on est effectivement devant, on serait plutôt devant des sources nettes, notamment pour le Brésil, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits au Brésil dont il est absolument certain que ce sont maintenant des sources d'émissions. Il y a peut-être certains endroits au Brésil qui sont encore des puits nets, mais on ne sait pas exactement de quelle force, etc. Donc c'est très incertain pour l'Amazonie. En Guyane, il n'est pas du tout certain et les dernières publications considèrent que c'est probablement ce n'est plus un puits de carbone. Peut-être depuis certains disent depuis une dizaine d'années, d'autres disent non, c'est moins clair, etc. Donc je me garderai bien de trancher ce débat, mais ce qui est clair, c'est que ça se conjugue avec l'ensemble des phénomènes qu'on peut avoir en termes de sécheresse, en termes de mortalité accrue des arbres et d'augmentation des températures. Et donc voilà, la seule zone, le seul endroit du monde qui serait encore en puits de carbone, ça serait le bassin du Congo, qui serait encore en puits de carbone parce il y a eu moins de grands incendies, le régime des précipitations est quand même moins défavorable, voilà. Mais dans des pays comme la RDC, il y a beaucoup de déforestation, donc les questions peuvent se poser. Alors, vous êtes en train de nous dire que finalement, on a beaucoup d'incertitudes concernant cette question. Or, pourtant, on continue sur le plan industriel à octroyer des compensations à partir des puits de carbone. Donc, est-ce que finalement, l'octroi de ces compensations tient compte des incertitudes dont vous parlez? Non, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, la compensation carbone qui consiste à planter des arbres ou protéger des forêts pour pouvoir générer d'un autre côté des permis d'émission, ces fameux crédits carbone, ça pose évidemment un problème. Le problème, on le connaît depuis très longtemps. D'abord, c'est que quand vous émettez du CO2 dans l'atmosphère, votre CO2 va rester, une partie de ce CO2 va être pris rapidement par un puits de carbone. Il faut comprendre que le CO2, c'est une molécule stable. Elle ne se désintègre pas dans l'atmosphère, contrairement au méthane qui, au bout d'une douzaine d'années, finit par effectivement par disparaître. Il faut que le CO2 soit repris par un puits de carbone. Les océans, ou la végétation et les forêts notamment en particulier. Une partie du CO2 va être pris rapidement, mais une partie va rester pendant des années, pendant des siècles et des siècles. Le GIEC parle de temps de résidence multiple pour le CO2 qui correspond à cela. Et l'un des problèmes, c'est que plus vous stockez du CO2 dans l'atmosphère, ce qui est le cas, puisque on n'arrive pas à réduire les émissions, plus le temps moyen de résidence va augmenter. Ce qu'on sait aussi depuis quelques années, c'est que il y a deux questions différentes. C'est combien de temps une molécule individuelle de CO2 reste dans l'atmosphère. Ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est combien de temps faut-il à un système pour revenir à l'équilibre une fois qu'il y a eu des émissions excédentaires. Et en fait, les dernières publications montrent que avant que le système revienne à l'équilibre, si vous voulez, c'est de l'ordre de plusieurs millénaires. Donc là, avec des incertitudes gigantesques, mais donc il y a des effets de traîne effectivement qui n'étaient pas pris en compte, etc. Donc déjà, ce problème de la non-permanence fait que il n'y a pas de base scientifique possible à la compensation carbone avec effectivement les forêts. Par ailleurs, toute cette variabilité que vous évoquez et que j'ai évoquée sur effectivement combien un écosystème peut absorber, combien il stocke, etc., etc. Ce qui est très à la mode, c'est des crédits carbone pour des absorptions de CO2, et c'est assez ironique de voir que justement les absorptions, c'est ce qu'on mesure le moins bien. À la limite, le stock, on peut à peu près le mesurer parce on peut se faire des inventaires, on sait effectivement combien il y a d'arbres, etc. Mais alors les absorptions, c'est quelque chose d'éminemment variable. Et par contre, par contre, effectivement, il y a beaucoup de projets qui vont créditer des absorptions de CO2. Donc, on est Alors, devant quelque chose avec un conflit entre, disons, la rigueur, comment dire, l'intégrité environnementale et scientifique, tout simplement, et avec le fait que c'est une activité économique de faire de la compensation carbone et que ça arrange beaucoup de monde, à la fois ceux qui compensent et ceux qui vendent des compensations, etc., etc. Alors, c'est quand même un cri d'alarme qui est lancé depuis un certain temps maintenant, en tout cas au moins depuis 2 ans, médiatiquement porté. Est-ce que on voit quelque chose un peu changer? Est-ce que quand même il y a au sujet de ces compensations quelques doutes qui apparaissent et est-ce que il y a un peu plus de prudence dans leur octroi?
Alors, toute la question, oui, alors le problème a été soulevé sur la question de l'intégrité environnementale de la compensation carbone avec les forêts notamment, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres problèmes avec les énergies renouvelables, par exemple, ce qu'on appelle des problèmes d'additionnalité qui sont très importants. Des publications ont été faites montrant que il y avait eu des effets d'aubaine massifs dans tous les mécanismes le fameux MDP qui a fonctionné de 2000 à 2020 à peu près. Mais il y a des problèmes supplémentaires avec les forêts et avec maintenant l'agriculture. Comme l'un des débats, c'est comment est-ce qu'on met l'agriculture et les sols dans ces mécanismes de compensation carbone. On a les mêmes problèmes, peut-être encore plus grands, parce que la variabilité est peut-être encore plus forte. Bon. Alors, en fait, donc les problèmes ont été soulevés il y a bien longtemps. Évidemment, mais peu à peu, il a fallu qu'il y ait une accumulation de publications scientifiques, etc. Et puis que des grandes publications comme le Guardian commencent à décider de faire une croisade quasiment effectivement là-dessus et donc secoue l'opinion internationale. Alors l'évolution est nette, c'est-à-dire qu'il y a une perte de crédibilité aujourd'hui, notamment cette compensation carbone volontaire sur ce marché volontaire, avec une chute du prix des crédits et depuis les articles du Guardian, il y a eu une baisse d'à peu près 40% de la demande pour des crédits, ce qu'on appelle de déforestation évitée, c'est-à-dire des projets qui protègent, qui sont censés protéger des forêts, mais parfois en les menaces qui pèsent ou le rythme possible de la déforestation, de destruction de ces forêts. Bon, c'est tout le fameux problème de ce qu'on appelle les scénarios de référence, et c'est là bien sûr le point faible de ces projets. On pourra y revenir dans la discussion. Alors, un certain nombre d'entreprises, la réaction, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à abandonner la compensation carbone. D'abord EasyJet, enfin, je parle des gros acheteurs, hein, les plus gros l'an dernier, a dit qu'il renonçait. Et puis récemment, Nestlé et Gucci ont dit non, on va arrêter la compensation carbone, on donne la priorité à la réduction de notre périmètre de nos émissions et on arrête la compensation. Et un autre discours, qui est un discours aussi qu'on voit chez beaucoup d'entreprises, qui continuent à acheter des crédits carbone et de dire, OK, on ne met pas la charrue avant les bœufs, nous vraiment faisons un effort de réduction des émissions dans notre périmètre très très important et on achète des crédits carbone, mais on est conscient que ça peut pas être de la compensation, ça peut pas assurer la neutralité carbone. Nous ne cherchons, on veut pas avoir une neutralité carbone avec de la compensation, on sait que c'est pas possible scientifiquement. On fait ça dans une optique de contribution. C'est-à-dire qu'on achète des crédits carbone pour pouvoir dire qu'on contribue à un effort global, à un effort collectif disons, pour atténuer les changements climatiques, etc., etc. Et ça, de ce point de vue, c'est quelque chose, à mon avis, qui me paraît une démarche tout à fait acceptable, à condition, faudrait-il, à condition qu'on sort de l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de compensation, mais qu'on parle de contribution, qu'on ait quelque chose comme des certificats d'impact positif qui d'ailleurs seraient pour le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau. Il n'y a aucune raison de découper en tranches les services écosystémiques. L'important, c'est le contexte territorial dans lequel ça s'applique, les besoins des populations. Et donc, de ce point de vue, ça permettrait de sortir de l'ambiguïté sur ce que c'est que ces compensations carbone associées à une neutralité impossible au niveau d'une entreprise. Et ça permettrait aussi, parce que un des soucis avec c'est pour ça que c'était comparé, les crédits carbone ont été comparés souvent aux indulgences de l'Église catholique. Vous savez qu'il fallait racheter ses péchés climatiques en versant son écho voilà, à l'Église au Moyen Âge. Et le problème, ce sont les consommateurs aussi les entreprises leur disent, mais vous pouvez acheter, vous pouvez prendre cet avion ou prendre cette croisière, elle est neutre carbone, elle est totalement neutralisée, etc. Et donc, alors que les gens se posent la question de plus en plus des conséquences de leur choix de consommation, on les dédouane d'une certaine manière. On dit, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre l'avion, c'est compensé, vous pouvez aller prendre vos vacances au Thaïlande, etc., etc. Donc bon, donc de ce point de vue, si on sortait de cette illusion de la compensation, je pense que ça serait beaucoup plus clair pour tout le monde. Et vraiment, je pense que on va peut-être vers cette évolution, mais c'est pas sûr parce que sortir de l'ambiguïté, comme disait le cardinal de Ré, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, et beaucoup d'entreprises finalement ne sont pas prêtes à sortir de l'ambiguïté. Alors, je vous ai coupé d'ailleurs, et on va passer quand même 2 petites minutes là-dessus. Vous évoquiez le fait que on est passé des forêts tropicales, de la zone tropicale, aux forêts du Nord, aux forêts qui Sur le puits aujourd'hui, de carbone, oui. en tant que puits de carbone, sont beaucoup plus efficaces. Est-ce qu'on peut revenir 2 minutes là-dessus? Oui, ben, c'est disons que d'abord la déforestation, pour des raisons historiques, on peut prendre l'Europe. Hein, bon, la France est un bon exemple. Les forêts, les forêts effectivement s'étendent.
Simplement, c'est vrai qu'elles sont, depuis quelques années, elles sont en moins bonne santé. C'est-à-dire que la mortalité des arbres s'est accrue. Ce qui est important, c'est de regarder pas seulement l'extension, mais c'est quel est le stock, comment se portent les arbres. Les arbres se portent de moins en moins bien. Par contre, effectivement, le puits de carbone, enfin, il s'est accru, il a basculé, c'est-à-dire qu'il est resté. Ça fait longtemps que le puits de carbone est plutôt dans les forêts du Nord. On peut comprendre d'ailleurs pourquoi. Quand elles ne brûlent pas, c'est-à-dire si on met à part les méga-feux, qui sont encore un des problèmes, effectivement, on a vu ce qui s'est passé au Canada tout récemment, absolument incroyable en termes de surface brûlée, et donc avec des émissions de CO2 gigantesques. Mais le réchauffement climatique va profiter, par exemple, les forêts en Russie, les forêts en Europe du Nord, au Canada, profitent. Effectivement, on voit des forêts qui avancent vers le nord puisque le climat se réchauffe. Donc, automatiquement, on a cette expansion, donc on a un puits de carbone qui accélère. Alors, par contre, ce qu'on saura dans quelques années avec les publications scientifiques, c'est de voir quel est l'effet des méga-feux et de la mortalité accrue. Parce que en France, on voit par exemple que en France, en Europe, etc., on a eu non seulement des incendies gigantesques, hein, des méga-feux qui nous ont touchés également, et également les fameux scolites, donc tous ces insectes, toutes ces pathologies qui affectent toute une série de forêts, les épicéas dans le nord-est de la France et en Allemagne et en Belgique aussi, mais pas seulement. On a également toute une série d'autres pathogènes, d'autres maladies, etc. Donc, pour l'instant, oui, le puits de carbone est un puits de carbone donc dans la partie de l'hémisphère nord, hein, qui bénéficie notamment du réchauffement dans les zones froides, du réchauffement qui permet aux arbres de pousser plus vite. Mais disons qu'on a un contre-mouvement, c'est avec les méga-feux et puis la mortalité accrue, notamment dans le bassin méditerranéen, par exemple. Alors, nous allons maintenant revenir un peu à la Guyane. Donc, vous savez que l'Association des journalistes environnement organise bientôt un voyage en Guyane. Et parmi les lieux que nous allons visiter, de plus en plus, on s'intéresse à la biomasse. Et de plus en plus, donc, naissent des projets biomasse. Et avec beaucoup disons, d'inquiétude, on va dire comme ça, on voit que ces projets biomasse, finalement, se font un peu au détriment de la forêt. Et que, alors que la biomasse devait être quelque chose qui était plutôt issu des savanes, enfin, était le vert d'une manière générale, on voit de plus en plus que on prend ces stocks de biomasse au niveau des forêts. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces projets biomasse, donc d'une manière générale? Et ensuite, sur la Guyane, la multiplication, est-ce qu'on ne va pas aller vers de nouveau une déforestation qui va avoir une bonne conscience? Alors, la biomasse, c'est des questions d'échelle qui sont importantes, hein. C'est-à-dire que, bon, déjà, la biomasse, quand ça vient de déchets, c'est tout à fait intéressant, de déchets de scierie ou effectivement d'activités agricoles. L'utilisation des forêts pour la biomasse est effectivement incontestée. Dans la mesure où c'est certain que ça veut dire affaiblir le puits de carbone d'un côté, enfin si tant est que ce soit encore un puits, hein, je reviens, mais enfin globalement, en tout cas diminuer le stock effectivement diminuer le stock de carbone effectivement des forêts, puisqu'on va consacrer on va utiliser des forêts pour faire de la biomasse. Alors derrière, il y aura régénération naturelle ou reboisement, hein, donc de toute façon, cette forêt, disons qu'il va y avoir replantation pour assurer la pérennité de la ressource. Je pense pas qu'en France, la Guyane étant la France, on part dans une exploitation minière où on ne reboise pas derrière. Donc, je pense que voilà. Après, alors ce qu'il faut comprendre de la biomasse, c'est que c'est effectivement, ça peut affaiblir un puits de carbone ou diminuer les stocks. Mais d'un autre côté, si on fait de la substitution, c'est-à-dire que si la biomasse sert à produire de la chaleur et de l'électricité en cogénération, par exemple, pour se substituer à l'utilisation de combustibles fossiles, par exemple à du fioul lourd ou à du charbon dans certains pays, ou à du gaz. Si vous voulez, l'effet de substitution, c'est-à-dire le fait qu'on utilise une ressource qui tourne, qui est renouvelable, parce qu'on va replanter derrière, où la forêt va se régénérer, disons qu'on a un bilan qui est plutôt favorable du côté énergétique et avec un bilan qui va être peut-être défavorable du côté land use, comme on appelle, c'est-à-dire usage des terres.
Alors après, c'est une question d'échelle. Si véritablement tout dépend quelle va être l'expansion, quelle va être l'expansion de ces surfaces. Il y a un problème certainement en termes de biodiversité, c'est absolument incontestable, peut-être en termes de sol également, puisque si on replante des arbres, ça sera certainement pas de l'angélique ou du grillon franc, ça sera probablement du pin ou des choses comme ça. Donc on va avoir des pertes de biodiversité, des problèmes, enfin différents types y compris sur les sols et peut-être sur le cycle de l'eau. Maintenant, bon, la Guyane a à peu près une surface comparable à celle de la métropole, donc c'est quand même assez important. Voilà, il faut voir s'il peut y avoir une rationalité économique à dire, bon, bah, on a quelques espaces qui sont, alors il faudrait prendre plutôt des espaces dégradés. Je sais pas où ils vont faire ça, mais Ben, globalement, le problème, c'est que ces espaces sont toujours pris au même endroit. Et hmm, c'est-à-dire que finalement, quand on parle d'un projet biomasse, hein, on parle d'un projet biomasse euh, la biomasse est utilisée la même mhm, pour plusieurs projets à la fois. Et c'est ça qui est mhm. assez étonnant. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est une ressource de papier, un peu comme l'étaient les puits de carbone, et qu'elle va servir à la fois à l'énergie, mais qu'elle va servir en même temps à l'agriculture, etc., etc. Donc, on a une espèce de Hmm. flou sur l'usage de cette biomasse. Et pour l'instant, les projets biomasse qui existent essentiellement toujours sur la bande la plus utilisée. Oui, c'est possible. Alors là, je connais pas très bien le contexte de la Guyane, j'y suis allé qu'une fois. Bon, je pense que dans les projets biomasse peuvent avoir leur intérêt et ont leur intérêt, à condition que, évidemment, que ça ne soit pas le moins possible en concurrence avec les forêts naturelles. Dans tous les pays, il y a des espaces dégradés qui ont été dégradés par leur paillage, par l'agriculture, par un élevage, par du surpâturage. Et sur ces espaces dégradés, si vous voulez, la dette carbone à faire de la biomasse, eh bien, est une dette carbone qui se repaye très vite, hein. C'est-à-dire, cette notion de dette carbone est importante parce que, par exemple, si vous faites de l'huile de palme ou du soja qui peut servir à faire du biocarburant, ça peut être intéressant parce que ça se substitue, ça stocke du carbone et ça se substitue disons, à des carburants fossiles. Mais si vous faites, par exemple, effectivement, de l'huile de palme sur une forêt tropicale humide, vous allez d'abord détruire un espace qui stocke 250 à 300 tonnes de carbone à l'hectare, et vous allez mettre des dizaines d'années à repayer votre dette carbone, c'est-à-dire à faire en sorte que le phénomène de substitution, finalement, on arrive à une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que on repaye ce qu'on appelle on repaye la dette carbone, c'est-à-dire effectivement que la perte initiale, hein, du précédent soit annulée par les effets de substitution qui vont s'étaler sur des années, etc. Par contre, si on fait des projets de biomasse ou des projets, y compris de palmier à huile ou autres, pour faire du biocarburant ou pour faire biomasse bois, pour faire de la chaleur et de l'électricité, si on le fait sur des terres dégradées, la dette carbone va exister pendant quelques années, mais elle va être assez vite repayée. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, vous allez, de ce point de vue, avoir un bénéfice net pour le climat. Alors après, il faut bien sûr voir s'il n'y a pas des problèmes sur le cycle de l'eau et autres par une mauvaise conduite des plantations ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est pas une option que j'écarterai par principe. Tout dépend où on l'a fait, tout dépend de l'extension, tout dépend où on l'a fait. Si on le fait sur des terres dégradées, il y a toujours des terres dégradées partout. Eh bien, après tout, ça peut être tout à fait positif. Si maintenant on le fait au détriment des forêts naturelles, là, je pense que la question de la biodiversité et d'autres services écosystémiques, y compris des droits fonciers, risque de poser des problèmes. Mais je ne sais pas exactement quels sont les projets donc de la Guyane là-dessus. Très bien. Bien, bon, on va passer maintenant. Je pense que je vais laisser la parole. Alors, je maîtrise assez mal en ce qui me concerne, je vous préviens, les gestions de webinaires, hein. Donc, pour ceux qui veulent prendre la parole, ben, allez-y. Voilà. Qu'il lève la main en bas à droite. Quelqu'un lève la main, voilà. Alors, Laurent Miguet, oui, allez-y. Oui, je voulais vous poser une question sur la confiance ou non qu'on peut accorder aux certifications SFC et PEFC, en particulier s'agissant des bois tropicaux importés qui sont censés venir
de forêts exploitées durablement lorsqu'ils détiennent ces certifications? Oui, merci pour cette question. Alors, aucun instrument n'est parfait, hein. Donc les certifications ne sont pas des instruments parfaits, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, quand on parle de gestion durable des forêts tropicales, c'est des termes. Moi, j'hésite d'utiliser ces termes parce qu'on ne sait pas très bien. Il y a beaucoup de conceptions de la durabilité. Voilà, on préfère parler de gestion responsable, disons. Et d'ailleurs, le FSC, c'est le Forest Stewardship Council. Le stewardship étant une notion assez peu traduisible en français, mais ils ont évité. C'est pas sustainable, hein. Donc, effectivement, donc de ce point de vue, ils sont assez prudents aussi parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout ça se joue sur le très long terme. En gros, c'est seulement dans peut-être quelques centaines, dizaines d'années, voire dans un siècle, qu'on saura si c'était durable ou non. Très difficile dans les modèles actuels de le savoir. Alors le FSC ou le PEFC, bon alors le FSC est plus bon, je dirais que pour les forêts tropicales, le FSC est beaucoup plus, comment dire, est sans doute plus pertinent parce que, si vous voulez, le PFC, c'est un système qui, en tout cas dans les zones tropicales, en dehors des frontières européennes, est un système de reconnaissance mutuelle des systèmes de certification nationaux. C'est-à-dire qu'en Malaisie, vous avez un système national malaisien qui est considéré comme pas très rigoureux, enfin rigoureux, en tout cas pas très exigeant du point de vue justement de critères sociaux, biodiversité, etc., etc., renouvelants. Et par contre, comme disons, ils ont été reconnus par le PEFC, ce qui permet effectivement au système malaisien d'être un système PEFC. Voilà, mais donc il n'y a pas directement d'intervention. Le FSC, c'est différent. Le FSC agit directement à travers un standard et à travers des auditeurs qui sont accrédités par le FSC. Alors, globalement, moi, j'ai vu toute cette histoire, hein, parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces questions de forêt tropicale. J'ai vu quand même l'évolution, disons, d'un certain nombre d'entreprises, notamment en Afrique, avant et après, celles qui ont été certifiées FSC. Et de ce point de vue, je dirais que le FSC a contribué très largement à l'amélioration des pratiques. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que il y a des dérapages? Il y en a certainement. Il y a d'ailleurs des fois des entreprises qui perdent leur label FSC parce qu'il y a eu des plaintes, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Alors, est-ce que c'est le FSC qui a été le fait générateur ou est-ce que c'est la demande du marché qui fait que les entreprises sont allées vers le FSC? Évidemment, c'est plus au départ, on a une demande des marchés. Mais globalement, si vous voulez, je pense que ça correspond à une amélioration qui est nette. Est-ce qu'on peut leur faire confiance aveuglement? Non, etc. Mais c'est quand même un des rares succès qu'on ait eu, je dirais, en termes d'instruments, parce qu'en termes d'instruments publics, on n'a pas été très bon. Et les obligations d'aménagement qu'il y a dans les pays tropicaux, par exemple, on a des normes d'aménagement, mais est-ce qu'elles sont appliquées? On ne sait pas. Et en fait, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que ceux qui vraiment appliquent les normes d'aménagement public, ce sont ceux qui sont certifiés. Donc déjà, la certification, ça vous donne une garantie que les normes publiques sont vraiment mises en œuvre et d'une manière à peu près rigoureuse. Et en plus, on va au-delà des normes publiques, des exigences de légalité. Donc je pense que c'est un bon outil et c'est un des regrets que j'ai personnellement par rapport au règlement européen, c'est que il a totalement écarté l'utilisation des certifications et le Parlement a été beaucoup plus dur que la Commission et le Conseil d'ailleurs de ce point de vue, alors que à mon avis, on pourrait s'appuyer beaucoup plus sur ces certifications pour notamment diminuer les exigences de diligence raisonnée, disons, qui peuvent être très fortes quand on est dans un pays à risque. Merci. Alors, j'ai Claire Fage qui vous dit bonjour d'abord. Et est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu les puits de carbone en Afrique et en particulier au bassin du Congo? Merci. Bonjour Claire. Oui, donc le bassin du Congo, c'est probablement la zone où il y a encore un puits de carbone. Bon, alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a il y a un phénomène naturel. En gros, depuis à peu près presque 2000 ans, il y a eu des changements des conditions climatiques et de pluviométrie dans le bassin du Congo. Également, probablement des conditions, des densités de population. Lorsqu'on va au Gabon, on trouve énormément de sites, je dirais, archéologiques qui prouvent que le Gabon, notamment le centre du Gabon où il y a les forêts, a été beaucoup plus habité que maintenant.
Et l'okoumé, qui est une espèce, l'espèce emblématique du Gabon, l'okoumé est un arbre qui pousse lorsque les forêts sont relativement claires. Voilà, c'est-à-dire moins, c'est pas au sens moins dense, il faut qu'il y ait la lumière pour que l'okoumé se régénère. Et d'ailleurs, on voit que les okoumés qu'on a au Gabon sont des okoumés plutôt anciens. On a assez peu de jeunes okoumés dans des régions où les forêts se densifient, précisément. Ce qui sont des signes. Enfin, on a donc maintenant un ensemble de signes que les forêts, il y a un processus qui date maintenant, qui date de plus de 1000 ans, de densification des forêts du bassin du Congo. Donc ces forêts se densifient, elles sont en expansion. Vous allez au Congo, vous allez, si on les coupe pas, on voit que les forêts engloutissent la savane. Et au Gabon, c'est très clair, comme le Gabon est un pays vide, donc de ce point de vue, on peut voir ça, disons, d'année en année, des savanes qui sont englouties par les forêts, ce qui est tout à fait ce qui prouve la dynamique, effectivement. Donc évidemment, ces forêts sont des puits de carbone. Elles le sont jusqu'au moment où soit on a de la déforestation, et on en a beaucoup en RDC, soit on a de la dégradation par l'exploitation forestière, parce que même si une exploitation forestière est responsable, elle contribue, même si on renouvelle les volumes, etc., malgré tout, il y a moins de carbone dans une forêt exploitée, même une forêt exploitée de manière responsable, que dans une forêt qui est absolument intouchée. Donc, en fait, on a des phénomènes qui sont des puits de carbone qui sont liés vraiment à des phénomènes, à des circonstances, et donc qui sont liés à cette évolution particulière liée à des conditions climatiques, beaucoup plus qu'à des politiques nationales. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un débat sur le Gabon, notamment au mois de mars quand il y a eu le One Forest Summit, et discussion était est-ce que s'il n'y a pas de est-ce que le Gabon est un puits de carbone? Certainement. Sans doute moins que la RDC, qui a une forêt 5 fois plus grande. Donc ça, c'est aussi une autre discussion. Est-ce qu'il y a de la déforestation au Gabon? Non, il y en a très très peu. Il y en a assez peu. Est-ce que c'est lié aux politiques du gouvernement? Bah, si on regarde en arrière, on voit qu'il n'y a jamais eu de déforestation au Gabon, 50 ans en arrière, 100 ans en arrière. Donc, c'est pas lié aux politiques gouvernementales. C'est lié effectivement à des circonstances qui sont effectivement favorables. Alors, est-ce que maintenant on a intérêt à ce que ces pays aient des politiques favorables aux forêts? Oui. Et est-ce qu'on a intérêt donc à les aider à conserver leur stock de carbone? Oui, mais est-ce que, voilà, moi personnellement, je plaide pour que on appuie ces pays en termes d'investissement, parce que il faut vraiment traiter les moteurs de la déforestation. C'est le foncier, ce sont les pratiques agricoles, c'est le problème de l'énergie avec le bois de chauffe. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, donc des politiques intelligentes. Et puis après, si on veut récompenser ces pays, qu'on le fasse, mais qu'on le fasse sur la base de la cohérence de leurs politiques publiques qui ont des impacts sur les forêts, de leurs efforts de mise en œuvre, voilà, plutôt que de payer, comme le demandent les pays du Sud. Hein. Les pays du Sud, il va y avoir bientôt le sommet des trois bassins à Brazzaville, et tous les pays africains, comme un seul homme, demandent qu'on les paye pour les services écosystémiques que rendent leurs forêts. Et je pense que c'est une très mauvaise manière de poser le problème. Il faut plutôt dire il faut d'abord investir. C'est l'investissement qu'il faut mettre en priorité pour traiter les problèmes de la déforestation. Et deuxièmement, si on veut récompenser les pays, on peut le faire, mais sur la base de la qualité des politiques. Je pense que c'est le seul critère intelligent. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant. Donc, voilà. Ah, oui, Claire. Claire, vous voulez? Je relancerai bien Alain. Donc, Allez-y. les quotas, l'achat de quotas carbone, la demande d'un quota à 100 dollars, etc., que réclame en particulier la RDC, Oui. c'est totalement illusoire. Et en fait, puisqu'ils savent que c'est illusoire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande de leur part? Alors, c'est probablement illusoire parce que de toute façon, le Gabon voulait vendre à 30 dollars des crédits, ça n'a pas trouvé preneur pour différentes raisons aussi. Il y a des questions de crédibilité de ce qui était proposé. Les 90 millions de tonnes, il y a des absorptions dont j'ai dit qu'elles étaient très variables et très difficiles à mesurer. Et après, se poser la question de savoir est-ce que c'était lié à des phénomènes anthropiques, enfin, c'est-à-dire à des politiques publiques, ou est-ce que c'était lié à des phénomènes simplement naturels, qui est cette fameuse densification des forêts. Donc ça, c'était tout le débat du mois de mars, hein, ou un peu avant le mois de mars, avant le One Forest Summit. Et j'ai bien vu donc sur RFI cette demande du président Tshisekedi de demander qu'on paye au minimum à 100 dollars des quotas carbone. Donc la grande affaire aujourd'hui, c'est des crédits souverains, c'est-à-dire un peu ce que le Gabon avait initié. C'est-à-dire non plus des projets d'ailleurs, mais de dire ben voilà, il faut que c'est au niveau du pays qu'il va y avoir des absorptions ou des réductions d'émissions. Alors il y a tout un débat. Hein. D'abord
d'abord, les pays il y a toujours une ambiguïté. Beaucoup de pays veulent être payés pour le stock de carbone, ce qui n'a jamais été possible, hein. Aucun des mécanismes internationaux n'a admis, a toujours écarté l'idée de payer pour un stock de carbone. En plus, ça serait tellement gigantesque, bon, ça n'a pas tellement de sens. On peut payer pour des différences, c'est-à-dire soit pour des réductions d'émissions, soit pour des absorptions, hein, voilà, ou une augmentation des stocks de carbone. Il y a des plantations, par exemple, effectivement. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a probablement d'abord une grande mécompréhension de ces mécanismes. Beaucoup d'ambiguïté. Moi, je discute assez souvent avec des membres du gouvernement, des ministres, etc. Voilà, et ils ne comprennent pas très bien pourquoi on ne paierait pas pour le stock. Et voilà, bon, et donc il y a tout un problème de culture économique, enfin, de ces mécanismes qui n'est pas toujours très bien approprié. Deuxièmement, il y a derrière, alors les 100 dollars, c'est très peu réaliste, effectivement, parce que de toute façon, personne ne paiera 100 dollars aujourd'hui pour ça. Pour des choses qui sont pas très crédibles. Alors, ce qu'il y a peut-être derrière, alors derrière cette rhétorique, hein, ce narratif qui est de dire nos forêts rendent des services écosystémiques à la planète, il faut nous payer pour ces services. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, c'est un piège. C'est-à-dire, il faut absolument sortir de ce narratif pour avoir un contre-narratif basé sur la coopération, l'investissement, les moteurs de la déforestation. Bon, et après la qualité des politiques également, dans un deuxième temps. Et ce qui est problématique aussi, c'est que on bascule très vite vers le chantage écologique. Je lisais, alors c'est pas de Tshisekedi directement, mais c'est disons quelqu'un de son cabinet. Je l'ai lu sur le site de RFI, hein, donc clair. Donc c'est effectivement de dire que il y a du pétrole sur les tourbières et du gaz sous les tourbières. Les tourbières, ce sont d'énormes réservoirs de carbone. C'est vraiment les réservoirs de carbone, les stocks de carbone les plus importants du point de vue terrestre. Et que en gros, enfin très clairement, le discours, c'est si vous nous payez pas, c'est-à-dire si vous n'achetez pas des crédits carbone au prix qu'on demande, bah, à ce moment-là, on va exploiter les tourbières. Et bon, et c'est un débat qui a eu déjà il y a un certain nombre d'années avec le parc Yasuni en Équateur, hein, où le Correa, le président de l'époque, disait il y a un parc, voilà, il y a du pétrole sous ce parc, on veut bien ne pas l'exploiter, mais il faut nous payer pour le coût d'opportunité de la non-exploitation, hein, c'est-à-dire pour ne pas exploiter. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas, et puis donc il y a pas eu de paiement. Des forages ont commencé à petite échelle. Récemment, certains forages ont été bloqués parce qu'il y a eu un référendum national en Équateur qui a demandé effectivement qu'il n'y ait pas d'exploitation dans le parc Yasuni. C'est très bien parce que là, on est vraiment dans la logique de responsabilité commune mais différenciée. Beaucoup de pays oublient cette idée de responsabilité commune même si elle est différenciée. Et de toute façon, moi à l'époque, je m'étais effectivement, enfin, j'avais été assez critique avec cette demande de l'Équateur en disant d'abord si on paye l'Équateur, qu'est-ce qui empêche que quelques années plus tard un autre gouvernement va dire bah nous on exploite, hein, de toute façon bon on a reçu des paiements mais tant pis on a du pétrole, les prix ont monté. Et puis surtout, ça serait qu'est-ce qui va empêcher si on cède, si on fait ce genre de choses, si on répond à ce chantage environnemental, qu'est-ce qui va empêchera tous les pays qui ont simplement du pétrole ou du gaz ou des minerais dans leurs parcs nationaux, dans leurs forêts, dans leurs espaces naturels remarquables, de dire bah si vous nous payez pas, on les détruit. Vous voyez, c'est ouvrir la boîte de Pandore. À mon avis, ce serait vraiment complètement sortir de cette logique de responsabilité commune mais différenciée. Et quand vous parlez d'investissement, ça prendrait quelle forme? Ce sont des investissements de l'aide multilatérale, Banque mondiale, etc., ou des investissements privés? Comment Ah est-ce qu'on bah, peut les motiver? Comment est-ce qu'on peut les motiver? Alors motivé. Alors le grand problème, c'est que évidemment les pays occidentaux, pour des tas de raisons, disons, ont des limites dans leur capacité d'aide publique au développement par rapport aux problèmes d'endettement, de déficit budgétaire, etc. Et le grand problème maintenant, c'est d'attirer le secteur privé, parce qu'il y a énormément d'épargne privée dans le monde, les fonds de pension, etc. Alors, ce qui commence à se faire jour, c'est de dire on peut commencer à attirer le secteur privé à travers des systèmes de garantie. Et des garanties qui seraient des garanties souveraines, c'est-à-dire qu'on peut commencer, alors on commence à le faire avec des fonds fiduciaires pour investir dans les aires protégées. Vous savez qu'un fonds fiduciaire, l'idée c'est qu'il y a de l'argent qui est placé sur des marchés financiers, et les intérêts servent à financer le fonctionnement d'une aire protégée, donc il y a déjà des exemples comme ça.
pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à attirer le secteur privé, mais on voit très bien que si, par exemple, il y avait des garanties de l'Union européenne pour dire au secteur privé, à un fonds de pension, par exemple, si vous mettez de l'argent, si ça tourne mal du point de vue des marchés financiers, on vous donne une garantie de zéro perte en capital. C'est-à-dire vous retrouvez votre mise, on sécurise votre investissement. Alors c'est toujours moins cher de donner des garanties que de payer directement, donc. Et à ce moment-là, on peut avoir des effets de levier assez importants. Donc on travaille beaucoup sur des systèmes de garantie qui probablement pourraient se développer à l'avenir pour attirer le secteur privé, en tout cas. Et ces investissements prendraient quelle forme? Alors, les besoins sont gigantesques, hein. Alors, vraiment, les grands moteurs, si l'agriculture est à 90%, en Afrique 95%, le Mm. moteur de la déforestation, hein, c'est très clair. Il n'y a pas de ce point de vue. La FAO a sorti récemment des rapports qui ne font que confirmer et même ou augmenter encore les proportions liées à l'agriculture et la petite agriculture en particulier. Donc, le problème, c'est de coupler deux agendas, un agenda de sécurité alimentaire et un agenda de lutte contre la déforestation. D'ailleurs, on ne pourra pas parler aux pays africains, par exemple, notamment si on ne commence pas par entrer par un agenda de développement et de sécurité alimentaire. Et donc là, on a énormément de gains de productivité à faire sur le changement des pratiques agricoles. Aujourd'hui, les paysans africains déboisent parce que d'une part, il y a une augmentation de la démographie qui est tout à fait importante, qu'il faudrait traiter par ailleurs par l'émancipation économique des femmes, etc. Donc il y a des programmes aussi pour ça, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de capital et qu'ils n'ont pas d'intrants et que donc effectivement, c'est des systèmes dans lesquels il y a une expansion de l'agriculture pour reconstituer une expansion de l'agriculture au détriment des forêts pour reconstituer la fertilité. Et ça, ce n'est plus possible. Enfin, c'est un système qui a été viable pendant des millénaires, lorsqu'il y avait un certain équilibre démographique entre la ressource et la population, mais avec une population qui explose en Afrique, effectivement, y compris dans le monde rural, effectivement, c'est plus possible. Donc, il faut avoir ce qu'on peut appeler de l'intensification écologique au sens où on ne va pas repartir sur les pesticides de la révolution verte des années 70. Donc, il faut le faire avec effectivement comme biodiversité, comme facteur de production et autres. Donc, avec des systèmes de rotation parcellaire, etc., etc. Donc, on a tout un travail à faire en termes agronomiques et en termes de pratiques agricoles. On a également la clarification du foncier qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reboisement. Enfin, l'incertitude et l'insécurité foncière est un élément effectivement qui contribue à la déforestation et surtout qui empêche la régénération naturelle, etc. Parce que il faut Oui, occuper la terre, voilà. j'allais vous relancer effectivement sur ce sujet puisque vous travaillez à la fois sur le foncier, l'environnement et la forêt. On ne peut pas, tout ce dont on vient de parler sur la forêt ne peut absolument pas être séparé de la politique foncière des Tout, pays. tout à fait, et notamment, Donc, notamment en Afrique et en partie en Asie du Sud-Est. et ça, c'est quelque chose qui n'était pas réellement fait, c'est-à-dire qu'on travaillait de manière un peu par silo, il y En avait la silo. forêt, effectivement, et on est en train de rebrasser d'une manière un peu systémique ce genre de choses. Est-ce que c'est important? Est-ce que justement le foncier aujourd'hui n'est pas un des arguments qui permet de gérer autrement la déforestation? C'est-à-dire que c'est, à mon avis, incontournable. C'est incontournable pour le développement, on le sait depuis très longtemps, hein, etc. Mais on n'a pas beaucoup réussi à avancer justement en un demi-siècle là-dessus, notamment en Afrique, hein, parce qu'il y a effectivement, on ne sait pas très bien comment prendre en compte les pratiques locales, les pratiques coutumières. Et c'est vrai qu'on a un droit importé qui est assez inadapté, qui est le titre foncier, qui est très lourd et qui est une procédure, disons, de droit exclusif, alors que c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un droit, alors qu'en Afrique en général, il y a plusieurs ayants droit sur un même, En Afrique et ailleurs, et en Afrique tous ailleurs, les oui, oui, non, mais en Amérindiens, Afrique les en particulier. Amérindiens, tout le Oui, oui, droit oui, tout à fait, tout à fait. Je suis un peu centré sur l'Afrique, je global. m'excuse. Voilà. Oui, c'est un peu comme c'est mon terrain de travail. Voilà, mais c'est pareil aussi en Indonésie, au Cambodge, etc., etc. Et donc, on le sait, mais on a compris aussi que c'était un élément important pour les questions environnementales. Alors, peut-être moins parce que de manière assez contre-intuitive, des fois, l'insécurité foncière n'est pas forcément, comment dire, l'insécurité foncière peut être favorable au déboisement ou favorable à la conservation des forêts. C'est-à-dire, en gros, si l'insécurité foncière, ce sont des gens qui vont faire de l'EVA ou du cacao, bon,
ils vont pas investir en défrichant des forêts si s'ils sont pas sûrs ensuite de pouvoir sécuriser leur titre. Ils vont pas planter voilà, vous ne plantez pas des plantes pérennes si vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la terre que vous avez convertie. Et ceci vaut également On pour le glisse un bois, petit peu par là. pour le reboisement, pardon. Ceci vaut également pour le reboisement, c'est-à-dire que vous n'allez pas planter des arbres, disons, dont vous allez récolter les fruits après plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années, si vous n'avez pas une certaine sécurité foncière, y compris la possibilité de savoir que vous allez léguer à vos enfants cette terre. Voilà. Donc ça, c'est assez fondamental et disons que donc non seulement pour le développement, ça on le sait depuis longtemps, pour la productivité agricole, on n'investit pas si on n'a pas la sécurité foncière, et également maintenant pour l'environnement. Pareil dans cette logique d'investissement et autres. Maintenant, le problème, c'est que nous avons des outils qui sont souvent inadaptés, le titre foncier, etc. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de trouver des instruments plus souples de sécurisation qui ne passent pas forcément par un titre foncier, qui ne passent pas forcément par l'individualisation forcément, même si ce sont des fois Exemple, des demandes. Eh bien, par exemple. exemple, vous pouvez avoir par exemple des systèmes dans lesquels, quand vous avez notamment des situations où il y a beaucoup de migrants, hein, la question de la migration est très importante, notamment pour la déforestation, sécurité foncière. Vous avez souvent des situations conflictuelles et on peut tout à fait envisager que, par exemple, vous ayez des baux amphithéotiques, c'est-à-dire que le propriétaire coutumier qui parfois peut être absentéiste, soit consacré comme propriétaire à condition qu'il laisse un bail d'utilisation sur 99 ans, par exemple, aux migrants qui sont installés et que ces migrants payent un loyer. Donc, vous pouvez tout à fait, par exemple, avoir des types de relations comme cela en utilisant l'instrument des baux amphithéotiques ou des formes de démembrement, droit de propriété, droit d'usage, etc., ou des titres collectifs. Bien évidemment, c'est-à-dire une des formes, et au Brésil ça fonctionne assez bien d'ailleurs, en Amérique du Sud, beaucoup plus qu'en Afrique ou ailleurs, c'est par exemple d'avoir des titres collectifs au nom d'une communauté. Ça, en général, ça évite les accaparements de terre, notamment. Voilà, ça ne veut pas dire que dans la communauté, il n'y aura pas des processus de déboisement qui vont se mettre en place, mais au moins ça protège de l'extérieur. Hein. Si vous voulez, un titre Et collectif vous savez protège au que moins de l'extérieur. c'est une des mesures qui peut être prise aujourd'hui au niveau de l'adaptation, par exemple, sur le littoral. De plus en plus, on en parle. Par exemple, nous, sur le Languedoc-Roussillon, on voit Mm. se mettre en place ce type de pratique, justement, pour empêcher l'appropriation de biens qui devront être redonnés à la nature. Oui, oui, c'est-à-dire que les titres collectifs, ça protège contre l'extérieur, effectivement. Mais ça ne protège pas forcément contre les dynamiques internes, parce qu'il y a aussi des dynamiques internes, mais ça existe aussi. Ne faisons pas d'angélisme, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. On pourrait continuer longtemps, je crois, mais Alors, Laurent Miguet, une nouvelle question. Y aurait-il du sens à utiliser le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE pour conditionner les importations au bilan carbone des exploitations? Alors c'est un petit peu le parallèle avec le règlement sur la déforestation importée vient de là, hein. C'est-à-dire que vous avez d'un côté cette mesure d'ajustement carbone aux frontières dont on pourrait parler parce que tant qu'on reste sur des produits comme enfin bon si on s'arrête à mi-chemin pour l'ajustement carbone de frontières, je pense qu'on est mal barré on a un risque de désindustrialisation très très fort. Il faudra aller plus loin, mais c'est peut-être un autre débat. Et avec effectivement la règlement sur la déforestation importée, l'idée est un peu la même. Hein, si vous voulez, c'est par exemple sur les productions, on n'est pas capable de pouvoir savoir dans une tonne de soja quel est son bilan carbone. Hein, par contre, on peut savoir que éventuellement ça contribue à la déforestation, mais sans que les contenus carbone soient complètement connus. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que oui, le règlement sur la déforestation, sur le règlement sur la déforestation, hein, parce que j'insiste, on est passé de la déforestation importée au règlement sur la déforestation, parce que pour éviter d'être accusé à l'OMC de discrimination, voilà, ça concerne y compris la France, hein, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a des coupes rases pour faire, enfin bon, ça peut s'appliquer y compris aux pays européens, c'est pas seulement pour les pays tropicaux, voilà. Mais oui, le parallèle est là. Le parallèle, c'est que c'est la même idée qui est reprise. Simplement, on cherche pas à connaître le contenu carbone exact. On cherche à connaître si ça vient, s'il y a des risques de déforestation suffisamment importants, ou est-ce que le risque de déforestation est négligeable, associé à une importation d'huile de palme ou de cacao, par exemple.
Bien. Une autre question? Bon, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être reparler 2 mots sur l'agroforesterie, puisque c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur et dont on a peu parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel nous, en Europe, on avance? Oui, il y a pas mal de choses qui se font autour de l'agroforesterie. En Europe, effectivement, il y a même de l'agrivoltaïsme, qui est aussi on va pas dire que c'est de l'agroforesterie, mais c'est quelque chose qui me paraît intéressant. L'agrivoltaïsme, Il c'est n'est pas avec de voir subitement la France se couvrir entièrement de panneaux solaires. Oh, entièrement non, mais disons que mon collègue Duprat a montré que une surface relativement limitée, donc ça ne changera pas fondamentalement le paysage, peut contribuer de manière très très importante à la production électrique décentralisée, et ça me paraît vraiment une option à regarder. Alors pour revenir à l'agroforesterie, oui, il y a ça me paraît vraiment une évolution tout à fait importante qui commence par le fait de réintroduire des haies boisées par exemple, autour des parcelles. Donc, commence à se faire beaucoup. Il y a des incitations qui existent pour cela. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Peut-être pas. Et puis, tout ce qui va être effectivement mélange d'arbres dans des cultures. C'est-à-dire que pendant des siècles, disons que la révolution agronomique a consisté à éradiquer les arbres des systèmes de culture. Et on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, on est dans une impasse du point de vue utilisation de phytosanitaires et autres, et que de réintroduire des haies et des arbres dans les systèmes de culture, ça provoque des synergies qui sont tout à fait positives si on sait les gérer, et que donc au contraire, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Donc ça se développe de manière tout à fait intéressante. Ça se développe aussi en Côte d'Ivoire, au Ghana, ou pour des raisons à la fois de type de semence, oui, de type de semence, et également de statut foncier. Là aussi, on y revient. Foncier. Les paysans ont enlevé les arbres de leur système de culture. Donc, vous avez des champs de cacao en Côte d'Ivoire où il n'y a pas un seul arbre. Et aujourd'hui, ils commencent à en remettre. On les incite à en remettre. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait des évolutions positives, parce que ça recrée des stocks de carbone, etc. Mais du point de vue du carbone, ça sera relativement quand même limité. Il faut le faire, mais ça sera quand même relativement limité. Une, une parcelle agroforestière ne contient pas autant de carbone qu'une forêt, même une forêt qui n'est pas une forêt super dense, hein, etc., de ce point de vue. Et par ailleurs, l'agroforesterie, tout dépend, son bénéfice, tout dépend si on part d'espace où il n'y a plus d'arbres, ou si on part d'espace où il y a déjà une forêt et qu'on la dégrade pour faire de l'agroforesterie. Là, de ce point de vue, on perd en carbone, et on perd en certains services écosystémiques. C'est-à-dire que quand on parle de cacao agroforestier, par exemple, il faut bien savoir si on part d'une situation où il y avait très peu d'arbres, assez peu d'arbres, et on remet des arbres pour faire de l'agroforesterie avec une certaine densité, ou est-ce qu'on parle d'une forêt primaire ou d'une forêt très dense qu'on a dégradée pour introduire des plants de cacao? C'est de l'agroforesterie aussi, mais là, on est devant une dégradation forestière. Donc, et ça va être difficile d'ailleurs pour le règlement de distinguer un petit peu les deux choses. Mhm. Bien, bon, écoutez, je pense qu'on va bientôt se quitter. Est-ce que vous avez un message particulier à délivrer nous n'aurions pas, dont nous n'aurions pas parlé? Oh, il y a certainement beaucoup de messages, hein. Enfin, moi, j'aurais On est tendance. à la veille finalement de la COP Ouais. 28. Peut-être que on a des choses. L'année prochaine, ça va se passer à Belém. Donc, je pense que la déforestation sera très à l'honneur, hein. Mais cette année, on est en Arabie Saoudite. Est-ce que Oui, l'Arabie Saoudite. Alors, on est aux Émirats Arabes Unis qui se sont engagés dans une opération de greenwashing à très grande échelle, puisque là, nous sommes devant quelque chose qui me paraît assez préoccupant, parce que autant disons qu'il y a une perte de crédibilité de ces fameux crédits de compensation carbone, notamment liés au projet. Autant on voit des pays, alors la Suisse avait ouvert le bal, hein, disons, pour qui vont d'une certaine manière externaliser leur réduction d'émissions en achetant des réductions, des résultats des crédits carbone, si on peut dire, à d'autres pays. La Suisse passe des accords avec le Pérou, le Sénégal, toute une série de pays, y compris la Géorgie et autres. Et les Émirats Arabes Unis viennent se lancer dans une grande opération auprès de pays africains, mais aussi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec le Libéria. Il y avait un article dans Le Monde début
début août tout à fait significatifs, dans lesquels, d'une certaine manière, ils prennent une forme de contrôle sur un certain nombre de territoires. Hein. Au Libéria, ça va concerner 10% du territoire du Libéria. Alors, il y aura plusieurs modalités. Il y aura peut-être des plantations, il y aura peut-être de la conservation, des concessions de conservation, des choses comme ça, pour générer des crédits carbone. Alors, l'objectif, c'est très clair. Pour les Émirats arabes unis, c'est d'une part annoncer que la COP 28 sera neutre en carbone, ce qui est une allégation, bon évidemment, comme avec tous les voyages d'avion que ça va entraîner, donc ça me paraît très très problématique et ça peut avoir aussi des conséquences sur les populations, notamment si on crée de nouvelles aires protégées très exclusives, très excluantes pour les populations, et il peut y avoir un certain nombre de problèmes. En termes d'efficacité, ça sera absolument plus que discutable. Disons de savoir si vraiment il y a des réductions d'émissions à la hauteur de ce qui est annoncé pour neutraliser. Et il y a des accords passés comme ça avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Zimbabwe, etc. Donc je pense que un peu le paradoxe, c'est que il y a en même temps une perte de crédibilité de ces crédits carbone. On a beaucoup de travaux, d'articles scientifiques qui sortent et qui confirment, etc. Enfin, ce qu'on savait déjà, mais c'est bien de le mettre avec des méthodes scientifiques assez robustes. Mais on voit qu'au niveau de ce qu'on appelle l'article 6.2, c'est-à-dire ce qui sont des accords coopératifs entre pays, où des pays peuvent coopérer pour transférer des résultats, ce qu'on appelle des résultats d'atténuation, donc des réductions d'émissions, on est en train d'une véritable jungle est en train de s'installer au sens où autant on commence à avoir enfin, comment dire, on voit à peu près ce qui se passe dans les projets, etc. Autant là autour de ces fameux échanges entre États, on ne sait absolument pas comment ça va être régulé et j'ai l'impression que ça va être vraiment du grand n'importe quoi. Et donc, on a des pays comme la Suisse et d'autres qui vont. Alors, l'Union européenne ne veut pas le faire. Hein. Ça, de ce point de vue, ils ont très clairement dit qu'ils n'externaliseraient pas leur réduction d'émissions. Les réductions d'émissions, on les fera chez nous et on n'ira pas les acheter dans les autres pays. Je pense que c'est effectivement ce type de position, mais c'est une position qui n'est pas adoptée par beaucoup d'autres pays, y compris des pays voisins et autres. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une attention particulière à regarder ce problème. Merci beaucoup. D'autres questions? Non. Bon, bah, écoutez, je pense que merci à vous Merci. d'être resté avec nous pendant 7 heures et demie. Et le podcast sera en ligne à partir de la semaine prochaine pour tous ceux qui auront envie de le revoir ou de le faire circuler. Merci Alain Carcenti. Merci, Dominique. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.